Bonjour. Aujourd'hui je vais tâcher de vous résumer la FAQ, celle qui est sur le forum TY, mais avec un peu d'image. On commence par la partie cycle, le câble des gaz. Souvent, le retour est très difficile, au lieu d'être rapide comme ça. Les trois quarts du temps, ça vient de la poignée caoutchouc, qui est trop rentrée, trop enfoncée, et qui vient frotter contre la poignée le commodo ou la poignée. Vous voyez là, à cet endroit là. Donc il suffit de reculer un peu le caoutchouc. Ce qui se passe aussi, c'est que vous pouvez avoir mis de la graisse trop épaisse là-dessous, entre le guidon et la partie plastique qui pivote. Et finalement, cette graisse, au lieu de faire glisser, elle coince parce qu'elle est pâteuse. Troisième solution, vous dégagez le câble sans desserrer le serre-câble. Vous ouvrez la poignée, vous desserrez, vous prenez câble et gaine en bout à la main, vous faites couler du WD-40 dans la gaine et vous bougez le câble comme ça par intermittence vers le haut, comme ça par gravité l'huile tombe et ça vous graisse tout le câble, toute la gaine. Dernière possibilité, c'est au niveau du boisseau. Vérifiez qu'il coulisse bien. Là vous l'entendez, il coulisse très bien. Ça c'est serré à la main. Vous pouvez l'enlever et vérifier que le boisseau coulisse bien. Voilà, là. Et si vous manquez un peu de ressort, vous pouvez sortir le ressort et l'étirer un petit peu. Même sur 1 cm. Là en fait vous le voyez tout petit, mais il fait bien une douzaine de centimètres de long. Vous pouvez l'étirer un peu pour que ça ait plus de force. Ensuite, le problème récurrent sur les TY, le démontage du BO et la sortie de l'axe. Donc on dévisse l'écrou et quand c'est bien graissé et pas tout pourri, on pousse simplement l'axe, un petit maillet en bois, tac tac tac, on le sort et il n'y a pas de souci. Par contre, il se peut que ça soit complètement rouillé et impossible à sortir. Alors ce qu'il faut essayer de faire, déjà on ne tape pas sur la tête de l'axe, on défait un peu la vis et on tape sur la tête de la vis. Ça évite d'esquinter le filet. On peut taper avec le maillet en bois pour essayer. Si ça bouge pas, une bonne massette en intercalant un bout de bois là où il y a mon doigt pour pas abîmer l'axe. Et si ça bouge toujours pas, au pire, ça sera le coup de scie entre le cadre et la coupelle. Coup de scie ici et bien sûr coup de scie en face là. Bon, et puis forcément l'axe il sera mort après, il faudra en racheter un. D'autre part, le BO va sortir mais l'axe sera toujours coincé à l'intérieur, donc il faudra le passer à la presse pour le sortir et ça veut dire de changer toutes les pièces de toute façon à l'intérieur, les paliers et tout ça. Voici un exemple de démontage à la presse sans avoir scié. Une autre position de la machine sous la presse. Il faut avoir les outils bien sûr. Et ici un exemple de sciage. Là tout le monde a l'outil. À ce sujet, un petit conseil, vous faites comme moi, vous le démontez 1 à 2 fois par an. C'est vite fait, quand évidemment il est sorti la première fois. Et vous regraissez tout. Et de temps en temps, si vous le voulez, un coup de pompe à graisse sur le graisseur, là, dans le graisseur. Mais bon, à mon avis, il n'est pas trop utile à cet endroit-là, le graisseur. Là où il graisse, c'est pas terrible. Il vaut mieux sortir l'axe et tout regraisser. Pour la chaîne et son graissage, moi je vous conseille la bonne vieille bombe aérosol, exprès pour les chaînes de moto. C'est ce qui marche le mieux, c'est le plus rapide, le plus simple. En plus, il y en a de la blanche, elle est apparente, donc on voit exactement où on en met. Par contre, un bon nettoyage de chaîne de temps en temps, en levant le maillon rapide, ça n'y fait pas de mal.
Après il y a les moyens à l'ancienne, vous faire chauffer la graisse, tremper la chaîne et tout ça. C'est bien, mais bon, c'est plus long. Et il faut avoir le temps. Toujours partie cycle pour décabosser un réservoir. Évidemment pas plein de trous complètement pliés, c'est pas la peine. Et les petites bosses, et en général les emplacements des genoux. Bon alors pas la peine d'essayer ni le congélateur ni le compresseur. Tout ce que vous allez faire, c'est l'ouvrir à ce niveau là. Il va ressembler à une tortue après votre réservoir. De toute façon ça marche pas. En plus, les petites soudures là tout le long sont très fragiles et vous allez les faire exploser. Donc abandonnez tout ce système là. Ce qu'il faut, c'est le système Pro. N'importe quel carrossier a ça, c'est une clouteuse. À l'endroit du trou de la bosse en creux, on soude un clou, voilà, comme mon doigt. On pose dessus un extracteur à inertie, on tape, on redresse, après on disque à l'endroit où il y a eu le clou soudé, on meule, on rattrape tout ça avec de l'étain ou du Saint-Ofer si vous préférez, mais l'étain c'est bien, et on repeint normalement en carrosserie. Et bon, dans les 99% des cas, il vaut mieux faire ça par un carrossier. Maintenant, pour le nettoyage de l'intérieur d'un réservoir rouillé, le mieux c'est le kit Restom. Le kit complet est bien parce qu'il y a l'anti-rouille, le dégraissant et la résine. Sinon vous pouvez n'acheter que la résine et à ce moment là le remplir avec de l'acide dilué à 30%, eau acide, donc 30% d'acide, le reste d'eau, et je vous rappelle c'est l'acide dans l'eau et pas l'inverse. Remplir pas à bloc, quelques graviers, des bouts de ferraille et secouer énergiquement. Et bien sûr, après le passage de l'acide, ça vous va dire un bon rinçage, même 2, même 3, même 4, et séchage. L'inconvénient de toutes ces solutions, c'est qu'il faudra éloigner les enfants, mettre souvent un masque, des gants, peut-être des lunettes, enfin le maximum de sécurité quoi. Mais ça marche bien, le kit Restom, bon c'est un peu cher, c'est dans les 45-50 €, mais ça marche très bien. Toujours à propos du réservoir, et toujours, aïe, ma tête pour la fac, un réservoir de TY50 ne va pas du tout sur un 125. En fait, ça c'est un 125, le réservoir du 50, il est plus gros et il arrive beaucoup plus loin. Je sais pas si vous l'avez vu aussi, la patte qui est dessous, là, sous la selle d'accrochage, est beaucoup plus longue. Donc ça n'y va pas. Ou alors faut faire quelques modifs, c'est toujours un peu casse-pied. Passons du côté de la fourche et surtout de la contenance du tube de fourche en huile. Alors pour les 80, c'est 140 cm3 par tube. Pour les 125 comme celle-là, c'est 123 cm3. Pour les 250 type 516, c'est 175 cm3 par tube. Et bon, on peut toujours ajuster selon ses préférences. Ensuite, il y a les huiles. Alors, soit on peut mettre de l'huile de boîte automatique, la Dextron, 2 ou 3. Soit les huiles spécifiques, indice 5, 10, 15, 20, qu'on achète chez les revendeurs mobylettes, motos, scooters et compagnie. Soit comme moi, de l'huile de voiture, c'est de la 10W40 qui marche très bien. L'huile spécifique, vous avez celle-là par exemple, c'est de la 15 Fork Oil, c'est bien pour la fourche. Il me semble que j'en ai une autre, voilà, l'étiquette est partie. Et ça c'est de la 10 Fork Shock Absorber, c'est de la 10. Et pour finir là-dessus, pour vous dire, personnellement j'ai tout essayé, la 10, la 15, j'ai même essayé celle que je mets dans la fourche de mon VTT, c'est pourtant de la bonne, c'est de la 10 aussi, mais un peu différente.
Et ben j'en suis revenu à ma 10 W40 semi-synthétique. Elle est un peu plus épaisse et elle correspond bien avec ses anciennes fourches. Passons à la carburation. Premier truc, pour voir un peu l'état du moteur, au démarrage et ensuite aussi d'ailleurs, vous regardez la couleur et l'odeur de la fumée qui sort du silencieux. Fumée blanche qui pue et difficulté à monter dans les tours, c'est le speed de vélo qui est mort. Parce que c'est l'huile de boîte qui se mélange au mélange justement. Après la belle fumée bleue qui sent bien l'essence brûlée, c'est nickel, c'est juste un réglage après air, richesse, tout ça. Ça c'est bon, il n'y a pas de problème de spi. Pour le mélange d'essence, ça sera de 1,5 à 2% d'huile de synthèse ou semi-synthétique. Alors disons plutôt 1,5% de synthèse et 2% de semi-synthétique. Par contre, pour ceux qui se servent de l'autolube, que je n'ai pas, il vaut mieux mettre de l'huile minérale. Mais par contre, l'huile minérale de maintenant, par rapport à celle qu'on vendait à l'époque, est bien meilleure. Donc il faudra régler la pompe pour qu'elle fournisse un peu moins d'huile. Mais de toute façon, il vaut mieux garder toujours de la fumée. Moi je pars de ce principe-là. La belle fumée, bien sûr, pas la blanche. Si ça fume, c'est que c'est assez riche et on ne risquera pas le serrage. Toujours à propos du mélange, l'essence c'est du Sampon 95. C'est ce qu'on met de partout, que ce soit du 50 au 250, c'est pareil. Un autre petit truc, en altitude, si vous comptez monter votre machine en altitude, à partir de 1000-1200 mètres, il y a moins d'air. Par contre, le carbu fournira toujours autant d'essence. Alors l'idéal, c'est d'amener avec soi un gicleur principal un peu plus petit pour refaire l'équilibre et un bon mélange. Toujours dans la carburation, il faut savoir que le gicleur principal, 100, 120, 130, 140, ce que vous voulez, en fait ce n'est pas un diamètre, c'est un débit en centimètres cubes par minute. Et ça c'est spécifique au carbu Mikuni. Alors attention, c'est pas la peine de mesurer. Encore un petit truc. Si au démarrage vous mettez le starter, moi je le renfonce 2-3 secondes après le démarrage, c'est bon. Mais si vous voyez qu'en roulant, ça ne marche bien qu'avec le starter, il faut savoir que le starter enrichit l'essence. Ça fait plus d'essence et moins d'air donc. Et si vous n'arrivez à rouler qu'avec le starter ouvert, ça veut dire qu'il y a une prise d'air parasite quelque part, soit au niveau des pipes, un mauvais serrage, ça m'est arrivé une fois d'ailleurs, soit au niveau prise d'air parasite au speed volant, là-bas derrière le volant, speed de vilebrequin derrière le volant, soit une prise d'air sur l'ancienne arrivée d'huile de l'autolube, là, qu'il faut absolument boucher, c'est celle-là. Si vous ne la bouchez pas, ça fait une prise d'air directe dans l'admission, et c'est très mauvais pour votre moteur. Passons à l'électricité. Vous voyez qu'en sortie de platine, de volant magnétique, il y a 4 couleurs. Un noir, un vert rouge et un jaune. Le vert rouge est là, sauf que moi j'ai pas trop vert rouge, mais il a bien les deux couleurs. Vous voyez qu'il ne me sert à rien. En fait c'est le circuit de charge de nuit quand on a la batterie. Le jaune, c'est l'alimentation de l'éclairage, c'est celui qui me sert pour mon éclairage simplifié. Je n'ai plus de batterie, ni de résistance. Le vert, c'est la charge de batterie de jour, quand avant on ne se servait pas des phares, donc ça rechargeait simplement en roulant comme ça. Et le noir,
c'est l'alimentation de la bougie via la bobine haute tension qui est sous le réservoir là-haut. Donc en circuit simplifié, il faut garder le noir et le jaune. Le noir pour la bougie et la bobine achetée, et le jaune pour votre éclairage. Il alimentera à lui tout seul tout l'éclairage, stop, phare, feu, tout. Voilà, autre chose, la batterie est-elle obligatoire? Non, pas forcément. La preuve, ils vendaient le kit pour trialiser avec. La batterie va ici, à cet emplacement là, il y avait un boîtier noir comme ça, que je n'ai plus. Dans le kit, il y avait une résistance 2,7 ohms qu'on mettait ici en travers, voilà, à la place de mon doigt, et ça remplaçait la batterie. Et par contre, le circuit d'éclairage fonctionnait donc en 6 volts, comme avec la batterie, qui est une 6 volts. Sinon, si c'est comme moi, sans résistance, sans batterie, directement sur le fil jaune, c'est du 12 volts. En fait, ça varie de 12 à 16, 17. Mais il faut savoir qu'au ralenti, les lumières, c'est pas top. Et si vous avez un clignotant, des clignotants, ça ne marchera pas au ralenti. Le bilame ne va pas fonctionner. Et sinon, 12 volts direct, ça marche très bien, sans clignotant. Voici un exemple de circuit simplifié, qui est pas mal, avec pas mal d'éléments. Et je vous ai préparé un exemple de circuit ultra simplifié, auquel il suffira de rajouter les éléments que vous voulez. Tant qu'on est dans les bougies, dans l'électricité, je vais vous parler des bougies. Ça, c'est une B7 ES. C'est bien ce qui est marqué sur les RMT, et c'est pour un usage normal, polyvalent. Un peu de trial, un peu de randonnée, un peu de route. Sinon, pour trial exclusif, il faut une bougie plus chaude, c'est la B6 ES. Et pour la route, exclusivement, il faut une bougie plus froide, la B8 ES. Et tant qu'à parlant de route et trial, ici j'ai un 12 PSB, pignon de sortie de boîte de 12, couronne de 51. C'est usage trial et randonnée, ce que je fais. Hein. Moi je vais pas loin et puis surtout je roule pas vite. Ça c'est le rapport idéal. Si vous comptez faire plus de route, il vaut mieux mettre du 16-51. Et beaucoup moins, c'est possible aussi. Hein. Je crois qu'à l'origine, il y avait 17-32 qui était vendu avec. Mais bon, après, la 6e vitesse ne sert absolument à rien. La 5e, c'est tout juste. C'est à vous de voir. Mais l'idéal pour tout le monde, c'est 13-51. Moi, j'ai mis un 12 pour essayer, mais d'habitude, j'ai 13-51. C'est un peu mixte. Par contre, c'est un 125. Hein. Si vous avez un 175, c'est autre chose. Ça pousse la patate. Pour le trial. Lors des divers démontages de votre 125, vous pourrez voir qu'il y a plusieurs pièces, et pas mal de pièces, hein, les 3/4 pratiquement, qui sont estampillées 525. Il y en a d'autres, c'est 539. La culasse par exemple, moi c'est 539. Bon, il n'y a rien à craindre, hein, c'est parce que à l'origine c'était toutes des 525. Donc quand ils ont sorti c'était en 175 cm3. Quand ils les ont sortis pour la France en 125, et ben, toutes les pièces qui correspondaient, ils ne les ont pas refaites. Hein, il n'y avait pas de raison de refaire les moules. Et ils ont tout laissé en 525. Sauf quelques pièces spécifiques. Mais bon, moi les 3/4 c'est du 525. Hein. C'est le type 525. Regardez par exemple, cette culasse c'est une 539. Bon, mais c'est pas pour ça. Je la sors donc pour vous montrer que certaines, vous voyez l'emplacement des 4 boujons de la bougie, certaines avaient un emplacement souvent rajouté artificiellement, hein, perceux, tarot et tout ça, pour un décompresseur. Parce que d'origine, elle n'est jamais sortie avec des décompresseurs. En tout cas, pas la culasse de 125.
Le décompresseur, j'en ai pas. J'en ai en attente depuis au moins 6 mois, que j'ai toujours pas. Bon bref, donc ne vous inquiétez pas si vous avez 2 emplacements de bougies. Alors pour le boucher, par contre, vous pouvez mettre une deuxième bougie. Là, la principale, la B7ES par exemple. Et si vous comptez faire de la route, là, ça bouchera le trou en même temps. Vous mettez une B8ES. Et suivant ce que vous faites, vous prenez l'antiparasite et vous le déplacez. Voilà. L'inconvénient, c'est que ça encrasse les 2 bougies à la fois, de toute façon. Donc vous voyez bien la différence. Voilà, là on voit mieux le deuxième trou, alors que là, il n'y en a pas. Et là, elle est bien dans le même sens, avec le passage du pot là-bas au fond. Donc pas de souci. Hein. Bon, par contre, on peut le boucher avec autre chose, hein, une petite vis bien adaptée, plate, et puis c'est fini. Surtout faire attention à ne pas faire dépasser dessous, sinon le piston il va faire la gueule. Voilà pour les culasses. Si autre chose sur la culasse, on va parler un peu du 175. Il faut savoir que cylindre en 175, c'est donc du 66 mm, marche très bien avec une culasse de 125. Il y aura un poil de plus de compression, mais le montage est identique. La seule différence, c'est le joint de culasse, vous savez, le joint en cuivre. Lui est différent, il est plus grand évidemment. C'est la seule différence qu'il y a. Sinon, ça marche très bien avec une culasse 125. Donc ça marche très bien, mais tant qu'à avoir démonté, pour mettre le nouveau piston pour le 175, il vaut mieux changer la cage à aiguille du pied de bielle. Ça coûte rien, presque rien. Et ça y fera du bien, il vaut mieux la changer. Je voulais parler encore du 175, je sais plus ce que c'est. Vas-y, t'as dit que là. Si, ça y est. Pour le 175, le plus simple, le plus facile à régler, c'est de garder votre carburateur 22 d'origine, de juste changer le gicleur principal, de passer de 100 à 140. 100 si c'est un 1K6, 120 si c'est un 541, mais le monter à 140, pas plus pour le moment, et garder le gicleur de ralenti de 25. Au mieux, vous pouvez mettre un carburateur de 24, mais attention, au niveau de l'arrivée d'air à la boîte, il faudra bien préparer la boîte, parce que ça va demander un maximum d'air, qui d'origine n'est pas adapté. Mais je vous ai fait ça dans les préparations de la boîte à air. Et si vous essayez de mettre un carbu de 28, alors là c'est galère, jamais de la vie vous arriverez à le régler. Enfin, certains oui, mais la plupart non. Moi non plus. Voilà, je crois que c'est à peu près tout hein, pour le 175. On va parler maintenant un peu des produits. Pour l'échappement et le silencieux, regardez pas la marque, ça on s'en fout. De la peinture noire haute température, celle-là 600 degrés, mat. Ça tient très bien et pas la peine de la cuire au four, hein, elle séchera bien toute seule. Ne vous inquiétez pas pour ça. Très dangereux de passer une pièce peinte au four, hein. Je vous le rappelle. Non seulement pour les odeurs, ça risque d'exploser dans la maison, les odeurs, les gaz. Et bonjour madame, hein, avec le gratin au four après. Bon, de toute façon, c'est très dangereux de ne pas faire. Pour les carters, si vous les avez noirs, vous pouvez en mettre de la haute température, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez mettre de la noire normale satinée, ça tient très bien. Pour tout ce qui est décapage peinture sur les plastiques et sur les ferrailles, moi j'utilise ça. Pareil, vous regardez pas la marque, mais c'est du décapant, du gel. Le gel c'est bien parce que ça évite de couler. Même penché, ça reste bien sur le support. Alors que trop liquide, ça coule et ça sert à rien, ça va par terre. Le bel gomme alu pour tout ce qui est polissage des pièces alu. Mais ça marche aussi pour le plastique, les chromes et le... quoi que ça existe, belle gomme chrome. Hein. Mais moi j'ai essayé sur les chromes, ça marche. Pas sur la 125, il n'y a pas de chrome. Si, sur le guidon, ça marche aussi.
Ça marche sur les plastiques aussi, c'est ça qui est bien. Pour tout ce qui est réparation, soudure à froid, bon allez, Patex, je cache. Soit de la soudure à froid, soit du bicomposant comme celui-là. C'est hyper solide, mieux qu'à la pub. Ça marche bien. Un produit que j'utilise très souvent, c'est la laine d'acier 00000, très très fine. Je m'en sers entre autres avec le Belgum. C'est nickel. Il sert aussi le papier grain fin. Ça c'est du mil, du papier à eau. Pour poncer, mais alors il est très 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 fin à passer avant la laine d'acier. Ce que je me sers aussi beaucoup, c'est l'acide chlorhydrique pour dérouiller. Toujours mélange à 30%, d'abord l'eau, puis l'acide dans l'eau. Et la lessive de soude. Mais la lessive de soude, attention sur l'alu. Ça bouffe l'alu à une allure phénoménale, hein. Je me suis fait avoir plusieurs fois. Danger, danger. Et toujours attention aux odeurs. Donc masque, les yeux qui piquent, lunettes. Éloigner les enfants. Et tout ce qui est pour la récupération des vieilles huiles et des préparations acides ou de la soude, c'est directement dans un centre de récupération. C'est ni dans les égouts ni dans les eaux pluviales. Voilà, je vais voir si j'ai pas autre chose à vous dire là-dessus. Si, 2-3 petits trucs. Pour sortir le silencieux, il y a juste cette vis de 13, celle-là. Et ensuite, c'est un emmanchement tout à fait simple et normal. Alors, est-ce que ma main va cacher? Ici, c'est juste emboîté. Sauf que sur le silencieux, il y a un joint torique. Alors peut-être qu'à force, il s'est dégradé, collé, soudé. C'est pour ça que vous avez un peu de mal. Donc il faut gansailler. Tournez-lui de droite à gauche, tout en tirant. Et ça vient. Et normalement, ça vient tout seul, hein. Le montage est assez gras. Et puis, il y a surtout le gras de l'échappement. Ensuite, bon, moi je l'ai pas, ça a même été découpé apparemment, parce que normalement ça remonte en dessus. Le Neyman, si vous en avez un ouvert, heureusement, mais sans la clé, un gros coup de perceuse dans la serrure, et vous, une fois que c'est tout percé, vous le forcez avec un tournevis, et l'ensemble s'enlève. Il faut savoir qu'on en trouve chez Yam, ça existe encore, ce n'est pas trop cher, et vous aurez ainsi la clé. Et moi je ne veux pas le faire, voilà, là on doit le voir, je n'ai plus la partie qui sort du câble. Yes. Je ne pouvais pas conclure sans vous parler de la pose des ressorts sur les repose-pieds, ici le droit, c'est très difficile, ici le gauche, enfin c'est très difficile si on n'a pas les photos, hein, sinon ça va. Et enfin, les véritables cabochons de clignotants de TY125 version française. Les étrangères sont un peu plus ronds. Surtout ne jamais essayer de décabosser un réservoir tout seul. À mon avis, c'est une grosse connerie ça. C'est carrossier direct ou poubelle. Voilà, bonne journée.